Hello, vous écoutez Le Paradis attendra, la safe place pour parler de nos parcours de vie, de nos croyances et de nos spiritualités. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et parlez-en autour de vous. Votre soutien est indispensable. Dans le film Sauver ou périr, tiré d'une histoire vraie, Pierre Ninet incarne un pompier énergique et tenace qui sauve des vies au péril de la sienne. Jusqu'au jour où, lors de l'incendie d'un entrepôt, il se retrouve prisonnier des flammes. À son réveil, grand brûlé, il découvre son visage défiguré et son corps marqué pour toujours. Après plusieurs années à se reconstruire physiquement et psychologiquement, il accepte de se regarder à nouveau dans un miroir. Comme une renaissance, il démarre alors sa seconde existence. Nadalette Lafonta avait une carrière internationale. Perchée sur des talons hauts, elle vivait à 100 à l'heure. Jusqu'au jour où, à la suite d'une opération chirurgicale, les médecins lui apprennent qu'elle ne pourra plus jamais marcher. Devenue écrivaine, cette femme pleine de vie nous parle de ses secrets de résilience. Rencontre. Salut Nadalette, je suis trop contente de te recevoir dans Le Paradis attendra. Pour moi, c'est vraiment un grand moment. Donc je te remercie déjà d'avoir accepté. C'est moi qui suis ravie, et puis quel joli intitulé, Le Paradis attendra. T'aimes bien? Oui, j'adore. Attendra, mais pas trop. Hein. On espère, en tout cas qu'il attendra pas trop. Donc vraiment merci. Donc pour commencer un peu chaque épisode, je demande à mes invités de m'expliquer dans quel contexte de croyance ou de philosophie ou de non-croyance, enfin voilà, tu vois un peu ce que je veux dire, ils ont grandi. Éducation catho-sociale, c'est-à-dire que de la religion catholique, c'était donnée et perçue par ma famille et mes parents comme une philosophie ou comme une spiritualité, mais comme une donnée sociale dans laquelle on devait s'intégrer. Ce qui fait que très vite, ça a cessé de m'intéresser, voire ça m'a agacé. J'ai refusé de participer à toutes les conventions, genre messe, etc. Et je me suis assez éloignée de la religion catholique dans sa manifestation, tout en conservant un intérêt permanent, en fait, dont je me souviens à 16 ans, 18 ans, etc., pour la spiritualité, pour les religions autres, je me rappelle avoir discuté de Blavatsky, de plein de choses avec des gens à l'époque, et c'était pas courant qu'on en parle à l'époque avec des gens, une jeune femme de 16-18 ans. Tu peux nous dire ce que c'est? Tu disais Blavatsky? Blavatsky, c'est une femme qui a vécu en Inde et qui a fait beaucoup de recherches sur la spiritualité, le spiritisme, etc. On pourrait assimiler toute cette mouvance à des sectes. Je ne sais plus comment s'appelle exactement le mouvement. Enfin, ça fait partie des multiples mouvements de spiritualité dont certains sont sectaires, mais qui interrogent justement la mort, la vie après la mort, la transcendance, etc. Bon, ça a été à un moment... j'ai été en contact avec quelqu'un qui était extrêmement intéressé et intéressante sur ces sujets-là. Et du coup, je suis restée entre eux. Après, je suis allée regarder plein de choses ailleurs, mais je suis toujours autour de la spiritualité, mais vraiment loin des pratiques et rituels. Et j'ai de la peine avec les pratiques et rituels d'une façon générale dans la vie. Et juste là, pour rebondir sur les pratiques et rituels, pourquoi justement pourquoi tu penses que c'est quelque chose qui t'empêche de... Non, je pense que c'est pas quelque chose qui m'empêche, mais c'est quelque chose qui veut... à partir du moment où j'accepte que je fais de la méditation, mais je ne fais pas de la méditation tous les matins, parce que j'ai l'impression que si je mets en place une pratique ou un rituel, je vais m'enfermer dans celle-là. Et j'aime bien aller me balader d'une pratique à un rituel, d'une philosophie. Bon, je suis intéressée bien entendu par le bouddhisme, je suis intéressée aussi par un certain nombre de mouvances en Inde, et j'aime bien aller piocher.
D'accord, ouais. Et je reconnais que c'est aussi une faiblesse, parce que je vais jamais finalement au bout des choses. Mais en même temps, je trouve que c'est tellement riche d'aller voir un jour ce qui se passe au Pérou, un jour ce qui se passe ailleurs, que j'arrive pas à m'en passer. Un temps passé. Et du coup, est-ce que, en matière de spiritualité, en tout cas, aller au bout des choses, est-ce que c'est pas aussi une forme de sectarisme aussi, finalement? Voilà, je crois que c'est ça dont C'est dont peut-être j'ai le... peur, et j'ai peur que surtout ça m'enferme, et que de pas d'être trop prise par quelque chose qui devient monopolistique dans ta vie, et qui t'empêche d'accepter d'autres ouvertures. Donc c'est ça qui est Ouais. un petit peu mon truc. Bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on vit quand même à une époque où j'ai l'impression de plus en plus de gens ont tendance à picorer en Mm, fait dans plein de choses mm, culturelles, en fonction des rencontres, etc. Et créer justement ses propres spiritualités faites de plein de choses en mm. fait déjà existantes. Alors, bon, bah, j'aimerais qu'on parle maintenant un peu du cœur, un peu de ce qui fait que tu es devenue une figure publique. Mm. Euh, Bon, bah déjà, est-ce que tu peux nous raconter justement cette épreuve que tu as traversée et puis on y revient après. Ouais. Ouais. Bah, l'épreuve, ce n'est qu'une épreuve, hein. Je veux dire, c'est comme les Jeux Olympiques. Il y a eu un moment de l'épreuve, et puis après, il y a avant, et puis après. Et cette épreuve, elle a été un peu rude, dans la mesure où j'avais depuis l'enfance une scoliose, petite scoliose, que j'ai pas du tout traitée, parce que je ne respectais ni mon corps ni mon esprit, et que j'étais partie justement dans des croyances de réussite sociale, de réussite familiale, d'être au service des autres, d'être aimée parce que j'étais au service des autres, etc. Et de réussite économique qui ont fait que j'ai fait 75 000 trucs dans ma vie jusqu'à mes 60 ans, mais jamais directement pour moi, jamais directement dans dans le respect de qui j'étais et de mes besoins, etc. Et puis donc à 59, 60 ans, mon corps a lâché, c'est-à-dire que ma petite scoliose, comme on en a toutes, grosso modo, une personne sur trois a une petite scoliose, était devenue une double scoliose de 73 degrés de double courbure, ce qui est les femmes qui passent le nez sur le trottoir complètement voûtées. Enfin, Toi, t'étais voûtée, j'étais pas voûtée, mais c'était l'étape d'après, j'arrivais déjà D'accord. plus Ouais. à soutenir ma structure, c'est-à-dire j'étais dans une douleur permanente, je travaillais allongée sur un lit, je pouvais plus faire plein de choses, je pouvais plus marcher longtemps. C'était la catastrophe, il n'y avait pas d'autre, il n'y avait plus. Il y aurait eu, mais il n'y avait plus d'autre solution que cette opération, D'accord. qui est une énorme opération de 9 heures, ce qu'on appelle une arthrodèse. On met la colonne vertébrale entre, je te le fais simple, deux tiges de titane, on reboulonne le tout comme tu aubadrais un mât, et t'es droite. Et c'est vrai que j'ai gagné 6 cm dans l'opération. Sauf qu'au réveil de cette opération, quand je me suis réveillée, il y avait beaucoup de médecins autour de mon lit qui faisaient quand même vraiment la tronche, ce qui n'est pas bon signe, et qui m'ont dit l'opération a bien réussi, ce qui est encore moins bon signe, mais, et ce mais fabuleux, vous ne remarcherez probablement jamais plus parce que la moelle épinière a été lésée et vous êtes paraplégique. C'est-à-dire que le bas de mon corps, à partir de la taille, je ne sentais plus rien. On pouvait me piquer, ils s'en privaient pas, me pincer, me tordre les bras, les jambes, les pieds dans tous les sens. Il fallait que je ne pouvais pas les bouger, et je sentais rien de toute façon. Et ça a duré pendant une bonne année d'insensibilité totale. Et donc le coup près est tombé. Ouais. Et ma vie du jour au lendemain, elle a basculé de quelqu'un qui était hyperactif, qui avait un job à l'international, qui était actif dans les réseaux féminins, qui avait une famille, qui organisait tout pour sa famille, qui était probablement une mère très emmerdante, mais très proche de ses filles et très attentive à ses filles, qui faisait 1000 fêtes, qui organisait des dîners, qui avait une vie sociale, etc. À un légume, dans un lit, à l'hôpital de Garches, pendant 9 mois, avec une demi-heure de kiné tous les matins, et ce que je pouvais faire, c'est-à-dire rien, pratiquement, et très seule, très isolée, et puis sans vie ni sociale, ni réseau, et mes enfants ont continué leur vie en dehors de ma présence, puisque de toute façon, je passais mes semaines à Garches. Donc, du jour au lendemain, tout a basculé, au niveau amical et relationnel. Il y a eu des gens qui sont restés pour venir me voir, mais pas énormément, et je le comprends aussi. C'est juste un fait. C'est que ma vie a basculé du jour au lendemain.
Et je me suis retrouvée avec qui? Essentiellement avec moi-même, la personne que je fréquentais le moins possible. Et là, avec du temps, donc pour réfléchir, ces rituels dont je parlais, en effet, à l'époque, je les ai effectués parce que j'avais qu'une chose que je pouvais faire, c'était de la méditation avec des oreillettes et sur le web, il y avait les programmes de Chopra. Mais en dehors de ça, il n'y avait pas d'internet à l'hôpital, je ne pouvais pas lire parce que j'étais trop crevée. Donc un vide existentiel profond qui m'a amené aussi à réfléchir à un certain nombre de choses, à faire mon deuil d'un certain nombre de choses, et ça c'est un processus sur lequel on peut revenir, mais qui est extrêmement complexe, à réfléchir à ma vie, pourquoi un certain nombre de décisions ou de non-décisions. Et puis à partir de là, à travailler en effet pour me remettre debout, me redresser, me reverticaliser, sans forcément pouvoir marcher, mais reverticaliser déjà, puis peu à peu remettre ce qui pouvait être en marche, c'est-à-dire que j'ai des muscles qui se sont remis à peu près, et puis j'en ai d'autres qui ne se sont pas remis, et au fur et à mesure que j'ai évolué dans ma connaissance de mon corps, et dans ma pratique, et aussi dans mon changement mental et spirituel, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais des choses que je n'aurais jamais fait il y a 9 ans, c'est-à-dire que, puisque ça fait 9 ans de cet accident, aujourd'hui, je vais avec l'aide de quelqu'un dans l'eau avec ma canne, j'habite à Arcachon. Oui, j'ai vu que tu faisais du longe-côte Voilà, sur les réseaux sociaux. Je fais du longe-côte parce que quand je suis dans l'eau, en fait, à partir du moment où, quand il n'y a pas trop de courant et trop de vent, et puis même, de toute façon, lutter avec le courant et le vent, c'est une façon de vivre. D'une part, je nettoie ma tête en étant dans l'eau, même froide, et avec une combinaison en ce moment. Et d'autre part, l'eau me portant, j'arrive à retrouver une mobilité quasi normale, jusqu'au moment où je vais sortir de l'eau 1 heure plus tard, et où je vais, comme Thomas Pesquet, qui, quand il arrive sur la Terre, après être allé dans l'espace, me traîner par terre le temps que tu vas retrouver la gravité. La gravité. Et ses inconvénients, quoi. La gravité au sens au propre et figuré. Là, j'ai une première question par rapport à ce que tu expliques. Pendant cette... je me demande, en fait, pendant cette première année, justement, où on t'a dit vous ne remarcherez plus, où tu te retrouves isolé sur un lit, c'est sans doute une question qu'on a dû te poser 1000 fois, mais parce que pour beaucoup de gens, en fait, même à envisager, ça semble insupportable de se retrouver tout seul avec ce type d'informations et relativement isolé et ne plus pouvoir bouger. Enfin, il y a un ensemble de choses. Qu'est-ce qui t'a permis quand même de tenir le coup, de t'accrocher? Alors, je pense qu'en effet, il y a des gens qui ne s'accrochent pas, et j'en ai vu qui ne s'accrochaient pas, qui ne pouvaient pas s'accrocher. Moi, je pense que je suis une survivante depuis ma naissance, c'est-à-dire que, très clairement, la mort a été présente à ma naissance. À ma naissance, mon frère jumeau est décédé, je ne sais pas on n'a jamais su s'il était mort in utero ou à la naissance, etc. Mais toujours est-il que les circonstances de sa mort ont été lourdes, on ne sait pas ce qu'on a fait à l'époque du corps, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard. Donc j'ai été toujours, très vite, quand j'ai découvert que j'avais eu un frère jumeau, j'ai été dans cette position de survivante. Donc la vie, elle a pris un sens beaucoup plus intense, dans la mesure où j'aurais pu être celle qu'on mettait à la poubelle, donc je suis déjà en vie. D'autre part, je suis celle qui est vivante, donc j'ai un devoir de mémoire et de réparation éventuelle, et voire de culpabilité vis-à-vis de mon frère. Donc le devoir de vivre cette vie intensément, pour lui, peut-être plus que pour moi, dans un premier temps. Donc me battre contre un univers qui n'est pas sympa, c'est dans mes gènes, c'est totalement dans mes gènes. Et puis après, peu à peu, quand la vie s'est mise en place, j'ai découvert qu'en effet, ce monde dans lequel, on en parlait en début d'interview, ce monde dans lequel j'ai été élevée, qui était un monde de factice, de composantes sociales, mais qui manquait complètement de sens, il ne m'intéressait pas, et j'ai dû m'élever pour à la fois en sortir, et pas en sortir forcément vers le sens. Moi, j'ai été très déconneuse, j'ai fait plein de conneries, et puis j'ai cru qu'à ce moment-là, la façon de mener une existence plus riche, c'était le mot riche qui comptait,
Et ce mot riche, ce mot économique dans les années... riche au sens monétaire, quoi. Oui, voilà. Dans les années 90, c'était important parce qu'à l'époque, pour travailler pour des femmes, c'était pas du tout évident. C'était un monde qui était fait par les hommes, pour les hommes qui tenaient les manettes économiques des entreprises. Oui, t'as dû te battre en Donc plus. je me suis battue comme une chienne. Ouais. Et franchement comme une chienne. Et j'étais pas la personne la plus sympathique à l'époque du monde. Et j'ai à la fois manipulé, j'ai à la fois servi, j'ai fait ce qu'on me disait. Et quand je pouvais, je filais entre les gouttes. Et j'ai bossé comme une dingue. Donc je suis habituée à l'effort, je suis habituée au combat. J'étais un animal de combat, profondément. Et tu sais, je crois profondément que en fait, nos qualités, ce sont nos défauts. Et ce qui nous sert à un moment, par exemple, ma force a été aussi ma faiblesse. Parce que j'ai tenu et j'ai pas fait attention à mon corps. Et en même temps, cette force, c'était l'obstination, mais aussi l'entêtement qui a fait que j'ai pas voulu voir ma scoliose, ce que j'aurais pu voir plus tôt. Mais ce même entêtement et cette même obstination, c'est cette force qui m'a donné, que j'ai retrouvée sous une autre dimension, sous une autre face de la médaille, quand j'étais à Garches, en disant, ok, ils m'ont dit que je ne marchais pas, mais ces cons-là, ils en savent rien, et moi, de toute façon, je veux vivre. Parce que je veux vivre depuis le 28 mars 1955, je veux vivre et pas être morte comme mon frère. Donc on a rebeloté le truc autrement. C'est plus de la même chose, mais très différemment. Et là, j'ai commencé à m'écouter, j'ai commencé à me dire, bon, bah, la vie sociale telle qu'elle est prise, travailler, c'est dans des grands groupes internationaux. D'abord, j'en ai ras le bonbon, et de toute façon, j'avais envie de faire autre chose. Et qu'est-ce que j'avais envie de faire depuis l'âge de mes 18 ans ? C'était d'écrire. Ouais. Et j'ai écrit un rapport d'expertise qui s'est transformé en premier livre. Et là, j'ai pris un tel pied, je me suis tellement retrouvée là-dedans, ça a été tellement une renaissance, que quand j'ai vu arriver dans mon premier livre, Le roseau penchant, chez les libraires, j'ai eu l'impression d'avoir mis un 4e enfant au monde. Et là, je me suis dit, là, il y a une vie pour moi, il y a une vie qui est dans la transmission, qui est dans le partage, qui est par l'écriture de préférence par les livres, mais éventuellement par les conférences. Et c'est ça qui m'anime. Et j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir transmuter mes défauts en qualité, pour l'instant. Et d'ailleurs, dans ton bouquin qui s'intitule « Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves », j'adore le titre, tu parles justement à un moment des épreuves de la vie qui font en fait le vin de la vie et qui créent notre grand cru aussi, quoi, qui nous permettent de nous affiner, dans le sens affinage, pas dans le sens... Pour moi, la vie, c'est le cheminement, c'est pas l'arrivée, c'est pas le départ, c'est pas les étapes, c'est ce cheminement. Et dans ce cheminement, oui, il y a des épreuves et il n'y a pas une échelle de l'épreuve où il y en a une qui est plus de valeur ou moins de valeur que l'autre. Elles sont faites pour nous et le seul maître étalon, c'est ce que nous voulons ou nous pouvons en faire. Et que ce soit un divorce, que ce soit une paraplégie, que ce soit un chômage, que ce soit une maladie, que ce soit etc. À partir du moment où on est face où on passe des épreuves, un peu comme un steeplechase, on en sort transformé si on veut leur donner un sens. Et à partir du moment où on leur donne un sens, on passe à autre chose. C'est ce dont parle Joseph Campbell dans Le voyage du héros, c'est ce passage de seuil. Et la vie, ce n'est que des passages de seuil successifs qui font qu'on évolue, si on a de la chance de pouvoir évoluer, vers quelque chose de différent et vers quelqu'un de différent qui normalement est de plus en plus aligné avec soi-même. Et de plus en plus humain ou pas, à ton avis ? Oui, en même temps, l'humanité, dans les excès qu'on peut faire, c'est aussi de l'humanité. L'humanité, elle est toujours présente. Simplement, ce qui n'est pas présent, c'est le respect de soi et le respect de la vie. Puisque quel est le sens de la vie si ce n'est de construire quelque chose de magnifique de sa vie qui, de toute façon, porte les germes de sa mort, de la disparition de nos cellules dès notre premier souffle. Donc, on est en location de ce corps. Et, on sait qu'on est éphémère. Et on est éphémère. Et on est beau et magnifique parce que nous sommes éphémères. Si on devait durer 150 ans ou 200 ans, on serait peut-être un peu lassant.
serait peut-être... J'aimerais bien quand même Ouais. le tenter, mais... On aurait plus de temps aussi pour peut-être s'affiner. Oui, c'est sûr justement, comme un qu'aujourd'hui, grand je cru. me dis, avec tout ce que je sais, j'aurai 50-60 ans de plus, dans de bonnes conditions physiques, et pas dans un EHPAD. Ouais, c'est génial. Mais sauf que, bon, ben, ce sera probablement pas ça, et il faut l'accepter, et il faut faire du temps qui nous est donné, carpe diem, quelque chose de magnifique. Carpe diem, très beau. Je voulais savoir, toi, du coup, est-ce que le fait d'avoir passé cette épreuve et d'avoir surmonté des obstacles énormes, quand même, comme qu'on peut tous imaginer, est-ce que ça t'a renforcé dans une certaine foi, oui ou non? Est-ce que tu crois en quelque chose ou pas du tout? C'est quoi un peu ta conviction profonde concernant... Alors, le mot foi, je sais pas, pour moi, il est très entaché par justement cette éducation très superficielle catholique. D'accord. Donc je suis mal à l'aise avec ce mot-là. Ok. Par contre, croire en quelque chose de plus grand que nous, ressentir parfois des présences, penser que jusqu'à mon dernier jour, j'ai besoin de trouver du sens, j'ai besoin de... je crois beaucoup en l'amour. Je crois beaucoup et c'est pour ça d'ailleurs que je suis souvent déçue dans la vie, parce que et que j'ai par moments aussi mal interprété le fait de donner de l'amour comme étant un sacrifice, alors que ça ne doit pas être ça. Oui, c'est juste un don, en fait. C'est un don, et ça doit être un don dans le respect de soi aussi. Mais c'est vrai que moi, ce qui me restera aujourd'hui à mon dernier jour, c'est l'amour que j'ai pour mes enfants, pour mes filles, la découverte de mes petits-enfants, des amitiés profondes, des gens qui ont disparu, qui comptent toujours pour moi, et très profondément. Moi, j'ai 3-4 personnes qui ont disparu, ou même plus d'ailleurs, mais qui étaient des amis, ou ma tante, ou des gens qui ont été très proches. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas à eux. Ah oui. Donc c'est ça pour moi la spiritualité. Le souvenir aussi. C'est le souvenir. Alors peut-être qu'à un moment je vais avoir une révélation, et l'illumination viendra sur moi, et je deviendrai quelqu'un d'extrêmement plein de foi. Pas d'obligation, hein, c'est vraiment une question ouverte. Mais je n'en sais rien, et c'est pas mon propos. C'est pas pour l'instant mon chemin. Ouais, oui. Mais c'est toujours intéressant en tout cas de connaître, enfin de comprendre les valeurs aussi qui poussent les gens à agir. Mais oui, et le sens, trouver du sens, voilà, du exactement. sens, absolument. Ouais, oui. Et ce qui fait que j'ai beaucoup de peine avec les amitiés superficielles, parce que quand je suis en amitié avec quelqu'un, ou en amour, pour moi c'est un engagement. Et franchement, là, je trouve que je manque de réalisme. Tu penses que tu es un peu naïve par rapport à cette vision Je pense que je suis de plus en plus naïve, et je me soigne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis, bon, il y a une partie du monde avec lequel on n'est pas en phase sur les valeurs. Il y a quelques-uns où je suis en phase avec en termes de valeurs, et ne confonds pas, j'allais dire méchamment, les torchons et les serviettes. Soit juste là, comme avec l'univers tel qu'il peut être. Ouais, soit plus tolérante, moins exigeante. Et puis un peu dans le moment présent, c'est vrai que voilà. Sans projeter d'intention dans les choses. D'intention, de projection, de trucs et de machin. Ok, super intéressant, merci beaucoup pour ces réponses très claires. Moi j'ai une question, donc on en parlait un petit peu avant que je commence l'enregistrement. J'ai l'impression que finalement toi t'es pas du tout quelqu'un qui croit au destin. Enfin, tu penses qu'on est acteur de notre vie quand même, mais avec ses limites néanmoins. Alors, c'est presque de l'orgueil de penser qu'on est acteur, parce qu'on n'est quand même pas si acteur que ça, et en même temps on est acteur. Et j'arrive pas à sortir de ce paradoxe, parce que... C'est une question passionnante. Et je sens que par moments j'arrive à agir, et parce que le destin ou ma magie me met en face de quelque chose, c'est là où je peux reprendre mon pouvoir et dire, bon, ben voilà, j'ai un truc, ça me tombe sur le coin de la gueule, c'est juste pas ce que je voulais vivre, c'est pas ce que je pensais vivre, c'est pas ce à quoi je suis prête, ou je crois être prête, mais c'est en face. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je chouigne? Est-ce que je pleure? Est-ce que je me barricade? Je coupe les émotions? Ou je prends un risque?
Et on parlait de la mort d'un proche qui a eu lieu il y a un an, ensemble, juste avant cette interview, qui est un sujet dont je parle rarement, mais c'était l'occasion de me dire, ok, là, il y a deux individus, il y en a un qui est en train de mourir, il y en a un qui est vivant, on a passé un certain nombre d'années ensemble, qu'est-ce qui est important? La connerie qu'on a mis en place depuis des années, les mauvaises relations, le chaos, la maltraitance, tout ce qui nous a conduit à une séparation, ou qu'est-ce qui est important? C'est ce qu'on a fait ensemble, ce qu'on a vécu, même si c'était très peu d'harmonieux, ce qu'on a créé, et le fait qu'il est vivant encore, pas pour longtemps, je suis vivante, et qu'on peut, au-delà de tout, communiquer sur ce qui a été chouette dans notre relation, et on peut... Alors, c'est vrai que le pardon, c'est pas un terme que j'aime, mais on est capable, justement, en face de la mort, de se dire quel est l'essentiel. Oui, je suis en colère contre cet individu. Oui, je suis furieuse. Oui, je suis triste. Mais est-ce que l'essentiel, c'est pas cet amour qui a eu un moment et que le reste, c'est justement, revenons à l'humain. Oui. C'est ce qui est moche dans l'humain et qu'on a vécu ensemble, dont on a la co-responsabilité, qui, si tu étais encore vivant, je t'en voudrais toujours et je serais toujours aussi con dans cette guérilla lamentable. Mais puisque la mort est en face et que c'est ce truc ultime, passons, et c'est peut-être là la spiritualité, passons à autre chose, soyons capables de... j'ai à être capable de t'accompagner dans cette mort, j'ai à être capable d'être à tes côtés, j'ai à être capable de te dire que j'ai du ressentiment contre toi, mais que ce n'est pas éternel et que ça va passer, et que je peux à la fois et te remercier et t'en vouloir, et que je peux aussi te reconnaître pour qui tu es. Et c'est là où, si tu veux, c'est pour ça que quand tu m'as proposé ce podcast, je me suis dit, tiens, la mort, c'est vraiment le sujet que je veux aborder dans mon prochain livre. C'est très clairement, pour moi, le sujet central de la vie. J'ai adoré le livre de Delphine Orviller. Parler avec nos morts, je crois. Ouais, c'est exceptionnel, exceptionnel. Ouais. J'ai beaucoup travaillé sur les bouquins de Kubler-Ross. Et toutes mes croyances, elles sont... Pardon, c'est vivre avec nos morts, je crois. Oui, désolée, mais vivre avec nos morts, tout à fait. Et toutes mes croyances sur la foi ou pas, sur le sens ou pas, oui, ça part à partir du moment où tu veux vivre, ça veut dire que tu acceptes qu'il y aura une fin, et que cette fin, elle se prépare, ce qu'on ne fait pas du tout dans nos sociétés aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'en fout, on n'en parle pas. Le seul truc qu'on garde des enterrements, c'est les repas. Oui. C'est quand même un truc hallucinant. C'est hyper tabou, même si tu en parles dans l'entreprise. Nos vieux, on les fout dans les EHPAD, nos handicapés, on les fout de côté. Toute personne malade, à l'article de la mort ou pas en bon état, n'a plus de voix de parole. Et ça rejoint tous les combats sur lesquels je suis. Les femmes n'ont pas le droit de parole pendant une bonne partie de leur vie, mais alors à partir du moment où elles ont 50 ans, elles commencent à avoir moins le droit de parole, et celles de 60 ans, je ne te dis pas... Tu disparais. Presque, en tout cas dans l'imaginaire de la société. Et tu disparais d'ailleurs dans ton propre groupe social. Aujourd'hui, on parle du combat des femmes qui ont plus de 50 ans, mais on ne veut pas parler de celles qui ont 60 ans. Moi, je vais en avoir 69. C'est comme si je disais un gros mot. C'est fou. Je vous emmerde. Ouais. Oui. Je vous emmerde. Et c'est vrai que d'ailleurs tu fais... L'invisibilité, je vous emmerde. Et l'invisibilité de la mort, parce qu'il y a de la maladie et du handicap. C'est ça, tu fais l'analogie justement dans ton livre, où tu expliques que finalement on cache la mort, tout comme on cache le handicap, tout comme on cache la maladie, la vieillesse, et on ne veut pas les voir, sauf qu'en réalité... est-ce que tu ne penses pas que le fait de se voiler la face comme ça, pour certains, j'imagine qu'on peut se voiler la face très longtemps dans une existence. Jusqu'à la fin. Et je comprends aussi cette peur. Mais moi, je pense que le fait d'avoir été confrontée à la mort de mon frère a fait que j'ai une relation particulière à la mort. Et bon, j'ai perdu des gens assez jeunes et ça m'a vraiment marqué. Mais par exemple, quand mon père est mort, mes enfants elles avaient 6 ans, les jumelles.
Et mon père était très vieux, il était à la morgue, et quand les filles ont été avec moi à Biarritz à l'enterrement, elles m'ont dit, et papy, il est comment? Bah, je lui ai dit, il est là, il est dans la petite chambre. Et ouais, c'est comment? Et j'ai eu 30 secondes pour me dire, en fait, il n'est pas plus moche, mort que vivant, tout vieux, tu vois. Oui. Et en fait, parce qu'elles avaient l'impression qu'il avait été cassé. Et je me dis, c'est atroce comme image. Elle garde de la mort l'idée de quelqu'un en mille morceaux. Je dis, allez, on va le voir. Et il y avait ma famille autour de moi qui me regardait comme si j'étais dingue. J'ai pris mes deux mouflets. D'emmener, tu veux dire, tes Deux filles petites voir... filles de 6 ans voir un mort dans la morgue. Ouais. Et le plus vilain dans la morgue, c'était pas mon père. C'était le cierge électrique qui était moche comme tout. Tu le dis dans le livre, ça m'a fait rire. Mais, et elles ont vu quelqu'un qui dormait, tranquille, et on n'est pas resté, on n'a pas élaboré, on n'a pas fait le tour, la danse du squat ou quoi que ce soit. J'ai dit, voyez, il va bien, bon, ben, mais vous le reverrez pas, vous lui dites au revoir, et on est ressorti. Et elles étaient, je pense pas qu'elles soient, je les ai peut-être traumatisées par d'autres sujets, mais je pense pas par mais pas celui-ci en tout cas. Pas celui-là. Et du coup, d'ailleurs, dans Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, tu racontes aussi, il me semble, que quand tu apprends la nouvelle du décès de ton père, donc c'était bien avant que tu aies cet accident, etc., tu étais en réunion, il me semble. Ouais, j'ai continué comme si de rien n'était. Ouais. Mais parce que j'étais habituée à gérer mes émotions et à ne pas les montrer. Et ce qui était complètement con, j'aurais dû arrêter ma réunion, prendre le temps de prendre soin, mais j'avais 15 000 trucs à faire, il fallait que j'organise. Il n'y avait pas de place pour ça en fait. J'avais pas de place. C'était pas le moment. Oui, et puis j'avais pas de place, et je savais compartimenter. Ouais. Et aujourd'hui, je compartimente pas. Si ça va pas, ben, je fais pas. T'es vraiment, en fait, une femme, je dirais, de notre époque. C'est-à-dire que t'as vécu les années 80, 90, un peu, qu'on appelait, enfin, dans certains milieux, les années fric. Enfin, moi, mon père appelait ça les années fric. Oui, c'était les années fric. Où vraiment, il fallait travailler. C'était la réussite sociale, quand même, qui était visible et qui comptait. Et puis, finalement, après, tu suis aussi ce changement. Alors, bon, notre société actuelle, elle est entre, on va dire, matérialisme absolu, mais aussi certains questionnements. Enfin voilà, il y a beaucoup. Oui, mais j'ai vraiment changé pour ça. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais par exemple, l'écologie, c'était pas du tout mon combat. C'était un truc que je comprenais pas. Il y a eu des trucs où j'ai mis très long, même la lutte des femmes, la place des femmes, je le voyais comme un combat contre l'homme. Mais c'est vraiment bien après, vers mes 40 ans, quand j'ai eu mes filles, que j'ai compris qu'il y avait un besoin de sororité, de solidarité féminine, et que j'ai pu l'exercer par les réseaux féminins, etc. Mais au départ, j'étais très individualiste et j'étais un petit coq de combat. Tu étais une femme avec une belle carrière. Enfin, on peut se dire justement que les femmes qui ont des belles carrières, elles ont lutté pour en arriver là, elles voient les difficultés. Oui, et puis c'était quoi? C'était des modèles masculins, donc on avait des comportements masculins. Oui, c'est ça aussi. En fait, tu t'es tellement suradaptée que finalement, t'es devenue quasi... Enfin, t'es pas devenue. T'as développé mais t'as eu le comportement... C'est toi le chef de meute. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, mais c'est hyper intéressant ton parcours, je trouve, parce que c'est vraiment l'écho aussi d'époques qui se suivent. Et c'est pour ça que j'ai envie de transmettre, parce que j'ai tellement... Je ne suis pas un rôle modèle, hein. Je veux dire, franchement pas. Je ne suis pas Mère Teresa, je suis pas... Enfin, tu vois, il y a des filles qui font sur un plan sociétal des trucs beaucoup plus chouettes que moi, mais je pense que dans la normalité, dans ok, rien n'est grave et rien n'est définitif, et puis on apprend à chaque moment, et ce que vous passez qui peut vous sembler vain ou nul, ben c'est ni vain ni nul, c'est votre cheminement. Respectez votre cheminement. Oui, c'est chacun aussi. N'ayez jamais ni regret ni remords. Alors ça, faudra que tu m'expliques comment faire quand même pour n'avoir ni jamais ni regret ni remords. Alors je sais que tout le temps, quand tu as un regret, tu te dis ouais, mais regret de quoi? Et tu vas fouiller dedans pour t'apercevoir que c'est pas si dramatique que ça. Et qu'il y a des choses parfois, en fait, on n'avait pas le choix. Oui. C'est d'ailleurs ce que tu expliques aussi, c'est qu'il y a des moments dans la vie, en y pensant 20 ans après, on se dit j'aurais pu faire ça, sauf qu'on est 20 ans après avec notre vision actuelle. Facile. Et que voilà, c'est plus facile de juger à l'aune d'autres expériences. Non, mais moi je sais, il y a des trucs, des choix que j'aurais dû faire, que j'aurais pu faire, etc. Mais sauf que j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais au moment où je l'ai fait. Et c'est donc cette vision qui permet de n'avoir ni remords ni regrets, de se dire aussi, d'être un peu bienveillant envers son soi passé, de dire j'ai fait les choix avec les informations dont je disposais à ce moment-là, et voilà.
Tu disais justement que tu n'étais pas un rôle modèle, parce que Oui, vraiment pas. Tu joues pas de rôle. Non. Moi, c'est ça aussi que j'aime bien dans ton approche, c'est que tu joues pas au gourou. T'essaies pas forcément de dire moi j'ai une recette secrète qui fonctionnera pour tout le monde. Tu parles en fait de ton parcours et tu l'évoques en disant ce que ça peut avoir d'universel. Qu'est-ce qui te permet de garder un peu les pieds sur terre comme ça Je crois que d'abord, tu sais, on parlait de la foi. Donc moi, j'aime pas les gourous. Ouais. Donc j'aime pas les obligations. Donc si tu veux, c'est un truc intrinsèquement, j'ai pas envie de devenir quelque chose comme ça. Je me sens pas légitime là-dedans. Et puis j'aime bien la liberté de choix, et c'est pour ça que dans Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, en fait, je vous dis bien que je suis pas un rôle modèle, que je suis pas un gourou, je suis juste une passeuse de mots et de vie et de partage. Mais ce que je laisse à la fin de chaque chapitre, c'est pas du tout des protocoles, des trucs stricto sensu en disant vous suivez la recette et puis vous êtes sauvé. Non, c'est ce que j'appelle des cailloux blancs. Tu sais, quand tu te promènes en randonnée, tu rencontres ces cairns, ces accumulations de petits cailloux qui te donnent ou non des directions que tu peux suivre ou non. Et moi, c'est ça, à la fin de chaque chapitre, que ce soit un chapitre sur la mort, sur le handicap, sur ceci, sur cela, je dis, ben voilà, moi, il y a eu ces idées-là qui m'ont servi, et puis vous les prenez ou vous les prenez pas. Et ça me va comme parcours. De même que quand j'ai fait ce TEDx, c'était pas pour dire, regardez, je suis le modèle de la handicapée, ou je suis le modèle de la mère, ou je suis le modèle de l'écrivain, ou je suis le modèle de la fille en rédemption. Ce TEDx, si je peux préciser quand même, parce que le chiffre il est impressionnant, et je sais que les médias où tu vas, tout le monde le dit, mais c'est quand même très impressionnant, c'est un TEDx sur YouTube qui a fait 2,5 millions de vues. Donc tu as quand même inspiré du monde. C'est hallucinant. C'est-à-dire que j'aurais été contente à 10 000 vues, je m'y attendais pas. C'est une responsabilité. Je m'y attendais pas du tout quand je l'ai fait. C'était un moment difficile de mon existence aussi. Quand tu l'as fait? Ouais, en 2017, 18. Et 2 500 000 vues, ça veut dire qu'il y a eu quand même pas mal de gens. Oh, tu as des haineurs, comme des haters, et je m'en fous. Oui, moi, je n'y réponds même pas, je m'en fous complètement. Mais tu as des gens où tu sais que ça les a touchés. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Il a été traduit, enfin sous-titré en japonais, en français, en italien, en espagnol, et en anglais bien entendu. Et en fait, pour un TEDx d'une inconnue en français, c'est juste insensé. Ouais. Et c'est très étonnant parce que TEDx n'en est jamais vraiment saisi. Mais c'est une success story de folie. Bah, franchement, oui, ça impressionne tout le monde. Et puis, je pense qu'aussi, à travers la manière dont tu racontes ton histoire, et tu le dis aussi, mais il y a quelque chose d'universel, où tous, à la fois, on peut se mettre à ta place. On a vécu pas du tout la même épreuve, mais potentiellement des épreuves qui nous ont changé et qui nous ont fait comprendre des choses et qui nous ont rendu parfois... fait passer par des moments difficiles, parce qu'il y a ça aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais évidemment, en fait, dans une épreuve, même si tu disais, bon, je me pose la question, je chouine ou j'avance, est-ce que, à ton avis, on a le droit de chouiner un peu quand même quand on se retrouve dans un truc? Mais c'est ce que je dis dans des conférences que je fais en ce moment, je dis, j'avais deux solutions, ou m'estimer la femme la plus malheureuse du monde et une victime, ou avancer. Et ça ne m'a pas empêché de m'estimer victime et de chouiner. Et d'avancer en même temps. Mais je suis pas parfaite, hein. J'en suis maintenant complètement convaincue. Et j'ai des moments où je suis encore frustrée par mon handicap, malheureuse, où j'ai des colères, ou quand je vois que les gens me disent oui, on va à tel truc, on fait ceci, on fait cela, et qu'ils ne voient même pas que c'est pas possible pour moi et que je suis laissée sur le bas de côté, ça m'énerve, j'ai des colères. Mais oui, je suis de temps en temps dans mon rôle de victime parce que j'ai besoin de chouiner, et puis ça m'empêche pas de me dire bon, bah, ça c'est quand même complètement improductif, avance quand même et essaie de trouver autre chose, de passer par un autre chemin, etc. Et je crois que ce qui plaît aux gens dans mes livres comme dans mes conférences, c'est le fait que je suis authentique, c'est-à-dire que je vais dire le même nombre de conneries et de gros mots là dans ce podcast que je dirais sur une scène, si j'en ai envie, que j'écrirai dans un livre. Le livre que je prépare aujourd'hui, qui je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, je l'ai déjà écrit 3 fois. Et il était d'une telle authenticité dans le premier jet
qu'il n'était pas sortable. Ah oui, d'accord. Ouais. En même temps, ça fait du bien de pouvoir être soi-même, quoi. Voilà. Ouais. Mais oui, il faut aussi pouvoir peser les pour et les contre, Voilà. j'imagine. Moi, j'avais des questions. Alors, on va revenir un peu plus précisément sur le sujet de la mort, si ça te va. Dans le livre, en fait, il y a quelque chose que tu as écrit et j'ai trouvé ça très intéressant, j'y avais jamais pensé. Mais en fait, tu parles du vocabulaire qu'on emploie autour de la mort. Tu dis que, par exemple, on dit assurance vie. C'est incroyable. Pour, pas du tout pour une assurance vie, justement, pour une assurance mort. Tu parles du grand départ, je crois. Tu parles aussi des soins palliatifs et tu dis, mais palliatifs à quoi? Voilà, exactement. Et pour toi, c'est symptomatique de quoi, justement, tout ce vocabulaire de pas vouloir nommer les choses. J'ai adoré l'interview de Thanato Doula que j'ai écouté. Ah oui, la Doula. Et c'est vrai que les gens en fait, c'est très difficile d'accompagner la mort. Et donc, du coup, on met un enrobage pour minorer les choses. Ouais. Mais par contre, dans la vie, on va dire « Ah, j'en crève, j'en ai crevé. Putain, c'était pas possible. Ouais. » Et à quoi on fait référence? Mais on oublie ce mot, il est désacralisé, etc. Mon deuxième TEDx s'appelle « Je sais que je vais mourir, mais je ne veux pas crever ». Mais j'aime bien ce titre aussi. Oui, mais il l'a moins plu dans ces thématiques. Et c'est ça. Si on veut avoir moins peur, voyons aussi les choses en face. Je vais te raconter un truc que j'avais raconté. Donc je me suis installée il y a 2 ans à Arcachon et j'ai été confrontée beaucoup à la mort et au décès depuis. D'accord. Et donc je m'installe dans une nouvelle maison, dans un nouvel endroit où je connaissais personne, etc. Et il y a 1 an, mon premier acte d'arcachonnaise, ça a été d'aller au cimetière et de m'acheter un caveau. Ah. Et en fait, ça m'a tranquillisée parce que c'est quelque chose que je trouve que les gens laissent à leurs héritiers. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est pas, franchement, pour en avoir organisé quelques-uns, c'est pas c'est un poids quand même c'est un vrai poids qu'on laisse aux gens. En plus de perdre la personne. Non seulement tu les perds, mais il faut que tu ailles te fader de faire partir le corps, il faut que tu ailles décider du cercueil, il faut que tu ailles décider de l'endroit où ils vont, comment ils vont, même si tu as vaguement une idée de ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils voulaient, c'est pas forcément toi ce que tu aimais, ce que tu as envie de vivre. Très franchement, moi j'ai une horreur des incinérations. J'arrête pas de m'enfader et je récupère les cendres. Ok, je vous respecte les morts et je fais vos quêtes volontés, mais faites-moi pas chier non plus pour moi. Moi, j'ai pas envie de faire le steak. Donc, je me suis dit, mais bon, t'as l'âge que t'as, tu vis seule, tes filles, c'est pas forcément un cadeau de leur laisser ça, donc je suis allée, et t'as les moyens de le préparer. Je suis allée très tranquille, avec une copine qui ouvrait quand même des yeux comme ça, au cimetière d'Arcachon, j'ai acheté ma tombe. Bon, je ne veux pas me faire je ne suis pas allée jusqu'à me faire un monument funéraire. T'as pas encore choisi le cercueil. Non, ça je peux le laisser, c'est pas très compliqué à gérer. Ouais. Mais le fait est que j'ai 68 ans, qu'à terme, il faudra que quelqu'un prenne des décisions, que c'est plus facile pour les filles si c'est géré. Et ça fait quoi de choisir... ça n'a pas été dramatique. Savoir où tu c'est-à-dire, je ne repasse plus devant le cimetière d'Arcachon de la même façon aujourd'hui. Je dis, tiens... je suis pas bon, c'est bien, c'est le bon choix en termes esthétiques. La vue est correcte. La vue est correcte, mais je suis pas pressée. Mais je me projette pas dedans, très clairement. Mais en tout cas, je sais que j'ai fait un truc juste et que j'ai fait un truc qui n'était pas facile à faire, mais qui n'a pas été finalement. Faut pas en faire quand même. Tu sais, moi avant, j'étais très drama queen. Oui. J'ai choisi mon cercueil, etc. J'aurais pu en faire des tonnes, et là non, j'en fais pas des tonnes. J'ai juste fait un truc pratique. Ensuite, j'ai envoyé un petit mot aux filles, leur disant bon ben voilà ce que j'ai à vous dire et où sont les trucs. Maintenant, bon, lisez-le, mettez-le dans vos dossiers et on n'en parle plus. C'est pragmatique, quoi, en fait. C'est très pragmatique. Et la mort, pour les vivants, c'est pragmatique, de toute façon. Et la mort peut être quelque chose qui n'est pas... c'est une... Ça a des dramatismes quand même bougrement, ça. Oui, c'est vrai. Franchement,
En tout cas, de savoir quelle de sera savoir, ta dernière demeure. et de pas avoir à faire peser ça sur quelqu'un. Oui, ouais. C'est vrai que Franchement. la perte, c'est déjà, La c'est perte, déjà suffisant, c'est quoi. vraiment, Déjà lourd. lourd, c'est Mm. vraiment. Le deuil, ça n'en finit plus. Quel que soit les relations avec la personne, quel que soit quand c'est quelqu'un dont tu as été proche ou qu'elle t'a tenu, c'est jamais très simple et c'est longtemps pas simple Mm. et c'est longtemps complexe. Et bon, bah, si on peut avoir réglé un problème matériel, c'est pas mal. C'est déjà un premier point, quoi. Voilà, et puis c'est une façon aussi de s'approprier sa propre mort. Ouais. Et du coup, je rebondis là-dessus. Tu penses, à ton avis, c'est qu'un avis, on est tous d'accord là-dessus. Il se passe quoi après la mort? Foutrement rien, aucune idée. T'as pas d'hypothèse, t'as pas de. Bah, j'espère qu'il y a quelque chose où un esprit demeure. Je sais pas, je sais pas. Moi, ce qui m'a. C'était la première fois, il y a 2 ans, que j'accompagnais quelqu'un jusqu'à son dernier souffle. J'avais accompagné des gens dans la mort, mais je ne les avais jamais vus mourir. Ah, c'est fou, ouais. Ça doit être. Et j'en suis encore remuée, bon, J'imagine. pour la personne, et pour l'amour que j'avais pu avoir pour lui, mais aussi par le fait que en 2 secondes, c'est même pas en rien, il n'y a plus rien. C'est fou. Ouais. Et pourtant, c'était pas grand-chose avant de quelqu'un qui est en train de mourir. C'est vraiment un corps qui est déjà très abîmé et où l'étincelle vitale est très, très fragile. Mais putain, il y a ce truc, ce souffle. Et objectivement, c'est sidérant. Ah, ouais, bah, j'imagine. Alors pour le coup, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Moi, tu vois, mais ça doit être, ouais, ça doit être complètement. J'en suis. Je ne peux pas te dire encore aujourd'hui, et pourtant c'est quelque chose auquel je réfléchis souvent. Ben, je suis encore sidérée. Ouais. Ouais. C'est. Pas effrayée. J'ai pas été effrayée. J'étais plus effrayée avant. Parce que tu as cette espèce d'angoisse qui monte en disant mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être la fin du monde, tu vois? Ouais. Mais ce qui m'a frappée, c'est ce basculement immédiat et impalpable. C'est fou, ouais. Et définitif. Définitif. C'est-à-dire que ce n'est plus la personne. Ça, c'est quelque chose que je me suis dit, de toutes les personnes décédées que j'ai vues, donc ma grand-mère et mon père, j'ai vu leur corps mort. Pour moi, c'était plus eux du tout. En fait, et donc, ce détachement vis-à-vis du corps mort, parce qu'en fait, ça n'est plus. C'est une enveloppe. Mais ce qui est étonnant, quand tu es au pied du lit, au moment de la mort, c'est qu'il y a la vie, et c'est tellement subtil, ce moment où tu n'as même pas le temps de regarder que c'est fini. Un fil, quoi. C'est vraiment un fil. C'est fou, ouais. Non, mais c'est un truc de dingue. Ça doit être dingue. C'est un truc de dingue. Ça pose question, en tout cas, pour énormément de choses, j'imagine. Ça remet aussi, ça remet les pendules à l'heure. Oui, les pendules vraiment à l'heure. Hein, donc tu dis, attends, ok, qu'est-ce qui était important dans la relation? Qu'est-ce qui était important dans la vie? Oui, ça fait prendre du recul aussi. Sur le reste, ok, les copains, je vous laisse le choix de juger, je vous laisse le choix d'avoir tous vos avis, toutes vos conneries, de considérer tout ce que vous considérez. Je vous emmerde. Très bien dit. Et du coup, pour justement poursuivre un peu sur ce sujet-là. Je vous emmerde sur les emmerdements. Non, pas du tout. On va parler de l'écriture. Moi, je voulais savoir, donc par rapport à tout ça, justement, je te posais la question de ce que tu penses qu'il y a après la mort. Parce que je voulais savoir si l'écriture, donc à travers l'écriture, tu le dis, pour toi, c'est une forme de transmission. Je voulais savoir si c'est aussi quelque chose qui te permet, en tout cas face aux épreuves, de faire front. Non, c'est autre chose, l'écriture. L'écriture, c'est vraiment un processus créatif. Et si tu veux, quand je me mets à écrire, là il faut que je m'y remette et je vais pas tarder. On attend ça avec impatience, du coup tu nous en diras plus. Non, c'est incessant. Mais en fait, je me coupe de beaucoup de choses. Je suis dans un autre ressenti, je suis dans une espèce d'état de transe. Okay. Et je pense pas que je suis en train de délivrer quelque chose, un message au monde pour l'avenir. Je suis juste dans l'écriture. Et ça sort.
Et c'est curieux parce que quand je relis mes livres, je sais que je les ai écrits parce que je les ai écrits. Mais c'est un truc qui est tellement sorti de moi Ouais. que ça C'est ne marrant m'a... parce que tu fais un peu le Oui, geste comme de vraiment, l'accouchement vraiment de en quelque l'accouchement. sorte, ouais. C'est vraiment sorti de moi et c'est à côté, ça a pris sa propre vie. Et hier soir, en pensant à toi, justement, et à cette interview, je relisais Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, et je me disais, ouais, mais en effet, tout ça, je l'ai porté, je l'ai dit, je pense, je l'ai vécu, etc. Mais là, c'est sorti. Oui. C'est sorti. Mhm. Je pourrais pas réécrire ce livre. Il est sorti. Oui, donc ce sera autre chose, Ce sera autre forcément. Mais c'est donc plus de l'ordre... De la mise au monde. Ouais, de la mise Et au de la monde. renaissance, si tu veux, c'est plus de l'ordre de la naissance que de la mort. D'accord. C'est plus du côté de l'éros que du thanatos, Ah oui, complètement. L'écriture. Complètement. Et c'est un plaisir. Et c'est un réel, plaisir. réel plaisir. C'est-à-dire que j'ai la banane. Je suis crevée, j'ai les bras qui sont... parce que... T'écris à la main? Non, j'écris non, parce que tapes. j'aimerais beaucoup écrire à la main, sauf que je ne peux pas me relire. Donc j'écris tellement mal que une liste de courses... Ouais, une liste de courses, je ne peux pas la relire. Et j'ai essayé de prendre des notes un jour, tu vois, tu es au réveil, tu as une idée de génie, tu notes. Et après, je relis, et je relis pas. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Non, c'est que j'écris tellement mal que tu sais plus. que je ne peux pas me relire. Ouais. Donc maintenant, c'est fini, j'écris sur mon téléphone, j'écris sur mon ordinateur. D'accord. En plus, depuis 40 ans, je travaille sur informatique, donc je ne sais plus écrire. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on perd un peu le geste quand même de l'écriture. Et puis j'ai appris à écrire mes livres avec l'informatique qui me permet en effet des itérations différentes et ça va. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et ce qui est sûr, c'est que l'art, l'écriture, ça peut aussi être des moyens face aux épreuves. En tout cas, d'être dans une abstraction, de se mettre dans autre chose, de se focaliser. Moi, ce que je demande à la vie, c'est de continuer à écrire, avoir à écrire autant de bouquins que je peux, pendant aussi longtemps que possible, dans de bonnes conditions physiques si possible, entouré de gens que j'aime, et puis que ces bouquins aient un public, le plus grand nombre. C'est ce qu'on te et souhaite. voilà, il n'y a que ça. C'est ce qu'on te souhaite. Ça me va. Et à chacun de trouver justement sa voie et ce qui lui fera du bien au cours de sa vie. Justement, dans Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, un moment tu parles de la force et de la fragilité du Jedi. Tu peux juste me dire... parce que je t'ai déjà entendu justement mentionner le Jedi. Je suis une fan de Star Wars. Okay. J'adore Star Wars, je peux les regarder. On aime Star Wars. Hein. Ah, la vache. Et c'est vrai que tous les personnages de Star Wars m'intéressent. Et le Jedi, il est à la fois... il sauve le monde, mais en même temps, il a toutes ses fragilités internes. Ses côtés obscurs. Ses côtés obscurs. Il se retrouve entre Jedi, et c'est quand même pas la franche camaraderie estudiantine. Ils sont dans des luttes de pouvoir intestines, même s'ils ne les reconnaissent pas. Et c'est normal, je veux dire, ils sont humains. Ils ont une mission, ils ont un corps, un corpus, mais ils sont humains, et c'est ça qui est, à mon sens, qui est la force de Star Wars, c'est que ces personnages, ça a été travaillé bien entendu d'après Campbell, etc., tout le travail sur les mythes qui a été bien cadré, mais ils ont ce côté super-héros, mais les pieds dans la boue. Et c'est vrai que Marvel n'a jamais réussi ça, parce que il manque ils sont plus dans la dérision, les héros de Marvel. Ça manque de subtilité. Et bon, Star Wars, c'est quand même the truc. C'est légendaire, en fait. C'est légendaire, c'est une saga, le Seigneur des Anneaux, quand on veut, on veut, en boucle. Ouais, en plus, c'est vrai qu'en termes de storytelling et tout ça, c'est fou, quoi. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est somptueux. Merci. Ouais, merci à eux. J'ai une dernière question. Je voulais savoir, en fait, ce podcast, il s'adresse donc à la fois à ceux... Alors, ça s'adresse à tout le monde, à ceux qui sont curieux des croyances et des spiritualités, à ceux qui traversent des épreuves dans la vie. Ça peut donner des clés. Donc, il y a évidemment l'épreuve du deuil, mais il peut y avoir énormément de choses, comme toi-même, tu le racontes très, très bien. Je voulais savoir si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui traversent un moment difficile. Qu'est-ce que ce serait ? Ça peut être de lire quelque chose, j'en sais rien, ça peut être
d'aller respirer l'air frais des montagnes, Oui, ça peut être d'écouter de la certainement musique. d'être enfin, ce qui te parle, moi c'est en effet de marcher dans l'eau. Maintenant, c'est la nature, alors que j'étais une city girl et que je voyais pas la nature au fond. Mais je crois que le truc le truc le plus important, c'est de se dire que vivre, c'est ici et maintenant. Et pas projeter, pas regarder des hier, c'est improductif et stérile, pas regarder demain, on ne sait même pas s'il y aura un demain. Et en fait, j'ai envie de rebondir sur le titre de ton podcast, Le ciel t'attendra. Ben, le ciel. Alors c'est le paradis, Le mais paradis. on est quand même sur Le une paradis unité. t'attendra. Oui, oui. Le paradis, c'est maintenant. Même si dans le paradis, il y a des fruits pourris, il y a des trucs, etc., c'est ce que tu veux, c'est ce que tu vas t'autoriser à vivre là. Alors tu vas regarder qu'en effet, dans ton paradis, il pleut. Bon, ok, il pleut, mais t'es au chaud. Il fait beau, et t'es dans un gourbi. Tu es handicapé, tu peux pas marcher, mais tu écoutes une musique merveilleuse. Il y a toujours ce mais qui est le et, en fait. Et vivre ici et maintenant, c'est pas se dire que mais je pourrais être debout et pas paraplégique, mais non, c'est et oui, je suis handicapée, oui, j'ai 68 ans, oui, je suis une femme, d'ailleurs, j'en suis ravie. Euh, pour autant, on se rencontre ce matin. Samedi, je vois toutes mes copines de Paris que j'ai pas vues depuis 2 ans. On a hâte au week-end tous. Voilà, ça va être Noël, je vais voir mes petits-enfants. Je vais changer de maison à Arcachon et je vais voir la mer. Ah, cool. Tu vois, Trop bien. il y a trop de trucs et c'est des petits trucs aussi. C'est le fait d'être dans l'eau. Écoute, je vais te raconter. Le vendredi dernier, j'étais dans l'eau. Il faisait un froid de gueux à Arcachon. C'est pas la saison. On était, mon coach et moi, dans nos combinaisons complètes avec les bottes, le cache-col, les gants, tout ça, le bonnet. On avait mis un truc en plus pour couper le vent. Et on est allé dans l'eau en se disant il faut le faire, mais il faisait pas beau, c'était moche. On arrive dans l'eau. D'abord, il y a un petit peu de soleil, donc c'était joli. Et puis, on voyait quand même que le ciel était fortement menaçant au loin. Et ça s'est vraiment traduit très vite, c'est-à-dire qu'on a reçu des tonnes d'eau. Et à un moment, la mer était un peu boueuse, un peu jaune. Et on a vu tomber devant nous, dans la mer, des espèces de neige fondue ou de grêlons. Ah ouais. Incroyables. Et c'était comme si on était au milieu d'un océan de cristaux de Swarovski. Oh bah incroyable. C'était magnifique. Beauté, ah ouais. Alors oui, il faisait vachement froid. Ouais. On aurait pu s'arrêter au froid et sortir. Ouais. Mais là, on s'est pris un truc qu'on n'avait jamais vu de notre Un vie. moment de béatitude. De béatitude et gratos. Face à la nature. Et tu m'aurais dit il y a 10 ans ou il y a 20 ans que moi, qui ne me baignais que dans des eaux à partir de 38 degrés, j'allais aller un 7 décembre, mettons, dans l'eau qui était 7-8 degrés et un extérieur qui était peut-être à 10 degrés ou l'inverse, mais enfin, c'était pas terriblement chaud, avec du vent, je l'aurais pas cru. Ouais, comme quoi. Hein. Ah. Et puis on rencontre finalement aussi face à... On se met dans certaines dispositions pour aussi voir la beauté de la nature. Oui, que je voyais pas. Que je voyais pas. Moi, quand on est dans une forêt, je disais oui, il y a du vert, quand est-ce qu'on rentre? Bah, vivre l'instant, finalement, c'est un peu un peu la conclusion de cet épisode. Merci beaucoup, Nadalette. Je rappelle donc qu'il y a ton ouvrage qui s'appelle Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, qui peut être vraiment un beau cadeau, en tout cas pour toutes les personnes qui s'interrogent sur plein d'aspects de l'existence. Si tu parles du deuil, tu parles des épreuves, tu parles de la vie. De la joie, de la maternité. Voilà, donc vraiment, je vous recommande chaudement cette lecture. Et je vous dis à très bientôt. Salut!